Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, immersion dans l'art du sculpteur russe Ossip Zadkine, qui en 1910 s'établit à Paris. Découverte de son univers dans Tous au musée. Quand les blasons quittent l'époque des chevaliers et se retrouvent entre les mains du joaillier Samuel Huguenin, c'est toute une histoire moderne qui s'écrit. Chaque décennie marque un virage dans le monde de la mode. S'il y en a une qui a marqué les esprits par ses coupes et couleurs, c'est bien les années 80. Jean-Baptiste Boutin travaille le bois. Que ce soit dans des mouvements délicats ou des gestes plus affirmés, il nous raconte toujours de jolies histoires. Et avant de rencontrer le bijoutier joaillier Samuel Huguenin, je vous propose tout de suite le point de vue. Le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, est un véritable symbole. Peinte en 1830 et exposée au Louvre, cette œuvre est souvent associée à une scène de la Révolution française de 1789. Mais la vérité est tout autre. Elle représente en réalité la Révolution de juillet 1830. Lorsque Delacroix la présente au public, elle fait scandale. L'idée que la République puisse être représentée par une femme seins nus et aux aisselles poilues déplaît fortement. On la qualifie même de poissarde ou fille publique. Les hommes et les plantes vivent une belle histoire d'amour depuis quelques années. Avec un regain d'intérêt du citadin pour ceux qui l'entourent, le livre des cueillettes et des hommes se place comme un véritable guide qui vous accompagnera lors de vos balades jusqu'à votre cuisine. Passionné de botanique, le pharmacien Jean-Baptiste Coquelaire nous invite à la découverte ou redécouverte de plus de 70 espèces de plantes que nous pouvons croiser dans les forêts, prés ou montagnes de France. Le tout sublimé par de jolies recettes. Si le formica est inventé aux États-Unis au milieu du XXe siècle, c'est en France qu'il va être exploité et développé dans la région de l'Aude, créant ainsi un véritable phénomène de mode dans les intérieurs des Français. Mais le formica, c'est quoi ? Pour simplifier, c'est un assemblage de papier craft imprégné de résine auquel on soumet un polymère qui rend le tout résistant et brillant. Le résultat, des cuisines, des chaises, des meubles et tout le bon goût des années 50 réunis en un emblème, le formica. Un véritable voyage dans le temps. Au cœur du 6e arrondissement de Paris se trouve le musée Zadkine, un lieu dédié aux œuvres de l'artiste russe du même nom, voyage au fil de ses inspirations. C'est un jardin extraordinaire où les arbres se confondent aux statues. Bienvenue au musée Zadkine, consacré à ce sculpteur d'origine russe, venu s'installer au quartier de Montparnasse au début du XXe siècle, comme de nombreux artistes de sa génération. Lorsque Zadkine s'installe à Paris en 1909, il rencontre, bien évidemment, il vit dans l'effervescence du Paris de Montparnasse de l'époque. Il se lie d'amitié avec Sandrard, avec Modigliani, et tout ça participe aussi du fait qu'il va devenir très vite une figure majeure de Montparnasse. Son œuvre inclassable, mêlant cubisme, mythologie et art primitif, s'est façonnée au fil des années, ici, sous les verrières baignées de lumière de sa maison atelier, mais aussi dans son jardin. Zadkine raconte qu'à mesure que son grand atelier, ici, rue d'Assas, se remplissait, il était obligé de sortir certaines de ses sculptures dans son jardin, et notamment ses grands bois. Et surtout, il s'amusait à observer la transformation, voire la décomposition de ses œuvres, la toute-puissance de la nature sur ses sculptures. Zadkine sacrifiait donc ses œuvres à la nature, comme en témoignent ces fragments de cariatide dégradés par les insectes et les intempéries. On devine d'anciennes statues de bois taillées selon une technique particulière chère aux sculpteurs. Ossip Zadkine, bien que ça ne soit pas une pratique exclusive, va pratiquer la taille directe tout au long de sa vie, notamment dans le bois et la pierre. Et il est très attentif à la nature intrinsèque des matériaux et il cherche à faire surgir la forme du bloc initial. Comme cette monumentale sculpture de Prométhée apportant le feu aux hommes et taillée dans cet immense bois d'orme. La taille directe, à la différence du modelage, est une technique qui ne laisse pas le droit à l'erreur puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit, on peut vraiment ressentir le travail de la taille avec ces outils qui sont présentés aussi dans l'atelier.
et qui laisse de manière apparente tous ces coups successifs sculptés dans cette figure. Même chose pour Rebecca, dite la porteuse d'eau, qui ne passe pas inaperçue dans le musée. Haute de 3 mètres, Ossip Zadkine l'a taillée cette fois directement dans un gigantesque bloc de plâtre. Cette figure, tout en disproportion et en étirement, montre son engagement vers quelque chose de très éloigné des conventions académiques de l'époque. Inspirée des arts primitifs africains, cette porteuse d'eau au bras levé a longtemps obsédé le sculpteur. Qu'elle soit en plâtre, en bois ou en bronze, on la retrouve un peu partout dans le musée et en compagnie de tout un bestiaire animalier aux postures tout aussi saisissantes. Ce sont des figures qui, pour certaines, font penser à des chants lointains, comme le chien chinois qui nous fait voyager en Asie. Ce chien couché aussi qui est assez singulier pour l'époque. C'est une forme assez inhabituelle pour 1922. Une autre œuvre phare du parcours est cette tête de femme, magnifique, aux yeux incrustés de marbre gris, qui a longtemps appartenu à la décoratrice Eileen Gray, qui l'avait disposée sur une cheminée dans son appartement. Et ce qui est remarquable, c'est l'usage que fait Zadkine de cette sculpture qui est taillée dans un bloc de calcaire et qu'il vient rehausser de touches de peinture et son usage des moyens graphiques en fait, à la lisière de son travail de dessinateur. Et oui, l'œuvre de Zadkine ne se cantonne pas à la sculpture. Tout au long de sa carrière, l'artiste russe a exploré de nombreuses matières et influences, mais aussi différents moyens d'expression. Il a produit une quantité incroyable de dessins et de gravures. Et cette œuvre qui s'intitule Le sculpteur est comme un véritable autoportrait et surtout elle révèle la richesse de son travail protéiforme, que ce soit la gravure, la peinture sur verre et cet assemblage d'une tête sculptée toujours en taille directe dans la pierre. C'est vraiment une œuvre qui est assez incroyable et qui dit beaucoup de la variété de son travail. Un génie créatif aux multiples facettes qu'il ne tient qu'à vous de venir contempler dans les rayons du soleil. Samuel Huguenin aime les pierres et les belles histoires. Aujourd'hui, c'est celle de son parcours qu'il nous confie dans son atelier de création de bijoux. La pierre, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment la découverte à chaque fois d'un monde. Moi qui suis très rêveur, j'adore travailler les pierres parce qu'à chaque fois, on tombe soit dans un paysage, on s'imagine plein de choses. On peut voir des visages, et aussi, surtout, quand on démarre de la pierre brute, des fois, ça peut ressembler à un simple galet ou ça peut ressembler à quelque chose qui n'est vraiment pas précieux. Et après, quand on va commencer à façonner la pierre, à la découper, on va découvrir des choses soit qui sont vraiment belles ou des fois on pensait que ça allait être superbe et ça ne l'est pas. C'est vraiment une découverte. Cette découverte, l'artisan joaillier Samuel Huguenin a le plaisir de la côtoyer depuis plusieurs années. Fasciné par la beauté et la variété des pierres, ce sont surtout les pierres minérales qui ont attiré son œil. On aime beaucoup les pierres qui ont des motifs graphiques, que ce soit des pierres qui peuvent être opaques ou des pierres avec un côté translucide ou presque totalement translucide. Mais toujours avec un petit caractère qui peut être donné par une petite inclusion ou par des veines, des choses. On n'aime pas trop quand c'est vraiment très pur, très propre, très clean. On aime moins. Et du coup, la pierre a une personnalité, il y a un petit peu un dialogue quand on la travaille. Un dialogue avec les pierres que Samuel partage avec sa femme Marion, qui, elle aussi, fait partie de l'aventure. Les pierres en elles-mêmes sont très intéressantes et je pense que ce qu'on aime aussi, c'est partir d'un matériau et en tirer vraiment parti. C'est pas forcément de faire plein de petits détails, de floritures, de choses compliquées. C'est plutôt vraiment d'arriver à
à la juste mesure pour le matériau, en fait, à quelque chose d'à la fois pur, mais d'assez complexe et de juste. Après plusieurs années passées dans de grands noms de la joaillerie, Marion rejoint Samuel. Main dans la main, ils élaborent les collections et Marion développe les fichiers 3D qui leur permettent un dialogue plus direct avec leurs artisans fondeurs. Si Samuel apprivoise les pierres, il travaille aussi le métal pour créer une harmonie entre ces deux matériaux qui ont des contraintes bien distinctes. Le métal, ça se modèle plus, il y a une souplesse. Si on s'est un petit peu loupé, on peut rajouter du métal, tandis que la pierre, si elle casse, si on a trop façonné la pierre, on l'a trop diminuée, c'est fichu. Donc sur la pierre, c'est vraiment délicat. Il faut avoir un feeling, ressentir la pierre, savoir si elle est fragile quand on la travaille. Alors des fois on se trompe et puis elle casse. Et là, il faut refaire. Refaire, Samuel n'en a pas peur. Issu d'une formation classique, il aime s'éloigner des codes et se forme seul à de nouvelles techniques. D'habitude, normalement c'est un sertisseur justement qui sertit la pierre. Et moi j'aime bien aussi me mêler de ce qui ne me regarde pas des fois et apprendre d'autres techniques, d'autres métiers. Un goût pour la liberté et l'indépendance prononcée, mais qui reste dicté par ses trouvailles minérales aux couleurs et aux formes plus fascinantes les unes que les autres. Bonjour Samuel. Bonjour Katharina. Vous êtes tombé dedans depuis très jeune, puisque vous n'étiez pas forcément très scolaire. Vous avez décidé de rentrer en apprentissage. Racontez-nous un peu ce processus. Alors je suis tombé en fait amoureux des outils lorsque j'ai fait une visite d'école. Et tout de suite le soir de cette visite, cette journée de visite, je me suis dit que j'avais trouvé ma vocation en fait. Donc c'est le travail avec les outils qui m'a attiré le plus. Ensuite, vous avez rencontré en 2010 votre épouse Marion. Oui. Et c'est aussi l'année où vous avez créé votre maison de bijoux. Comment vous fonctionnez tous les deux? Alors Marion, elle a un bagage de créatrice. Elle a travaillé dans le bijou fantaisie. Elle faisait des bijoux en perles, en chêne. Elle a travaillé avec des grandes maisons. Donc elle vient avec ce bagage de créatrice et un petit peu ce regard extérieur par rapport à la joaillerie. Donc moi je suis un produit plus issu de la joaillerie. Et du coup, c'est deux visions qui s'ajoutent ensemble pour faire des créations qui ont leur particularité, je pense. Alors, vous n'êtes pas lapidaire, mais vous avez dû apprendre les pierres, apprendre à les connaître. Et ça ouvre un champ de possibles encore infini. C'est justement, je me sentais un petit peu coincé avec le travail du métal au bout d'une dizaine d'années et je voulais ouvrir justement ce champ sur la création et découvrir l'univers des pierres et le travail des pierres. Quand on parle de pierre, on parle forcément de couleur et de lumière. Oui, c'est vraiment ça qui nous a attirés à travailler la pierre. Découvrir ce monde de couleurs et jouer avec des associations, des contrastes. Et en général, c'est Marion qui est très bonne coloriste. Alors qu'on ne se sent pas des diamants qu'on achète à des endroits très précis, comme la bourse de diamants à Anvers ou ailleurs, quand ce sont des minéraux, des pierres, où est-ce que vous les trouvez, où est-ce que vous les chinez? Alors c'est un petit peu une recherche, on regarde un petit peu sur Internet, on va sur les foires de minéraux, on se renseigne un petit peu entre contacts, des choses comme ça. C'est un monde un petit peu caché où justement on garde ses contacts et on essaye de garder ses sources et d'aller aussi au plus près des mines.
pour trouver les plus beaux spécimens. Est-ce que le bijou responsable, ça existe ? Oui, bien sûr. Alors déjà par rapport au métal, il faut savoir que l'or en général, l'or est tout le temps recyclé. C'est la matière la plus recyclée. Donc ça veut dire qu'on a un stock d'or sur lequel on travaille et qui se transforme sans arrêt, qui est circulaire en quelque sorte. En tout cas, qu'on refait circuler. Donc après, toutes nos limailles, nos petits morceaux, on les ramène chez notre fournisseur qui nous redonne du métal retraité. Dans votre ligne de bijoux, il y a le blason qui revient tout le temps, qui était une marque de maison chez vous. Quelle est son histoire ? Le début de cette histoire, en fait, c'était de retravailler la chevalière, qui est un bijou. Je pense qu'il y a eu ses heures de gloire et maintenant c'est un petit peu dépassé peut-être. Et donc on voulait revisiter un peu la chevalière avec une forme... pas qui nous appartenait, parce que le blason, ça existe déjà, et ça a aussi toute une histoire autour de la héraldique. On voulait faire un mélange de passé et de remettre un peu au goût du jour, et relancer une forme qui restera aussi d'une certaine façon intemporelle. Merci beaucoup Samuel. Merci Katharina. Coiffure improbable, vêtements de sport chamarrés, motifs psychédéliques, bienvenue dans les années 80. Zoom sur cette époque qui a marqué la mode. C'est la décennie des épaules, des volants et des couleurs explosives. On parle bien sûr des années 80. Elles sont marquées par le maximalisme avec des coupes de cheveux laquées, des volumes XXL et une pop culture sans complexe portée par Madonna. On en garde en mémoire la mode sculpturale d'Azzedine Alaïa, comme ici en 88. L'allure est dramatique et la posture grandiose. Les vêtements collent au corps et accentuent les lignes. La femme affirme sa puissance et son amour pour la mode. Des défilés inoubliables où l'on croise Tina Turner, Farida Khelfa et Grace Jones. Aujourd'hui, cette mode exubérante inspire toujours les créateurs, comme ici chez Balmain. Olivier Rousteing évoque les looks puissants de Claude Montana, créateur phare des années 80, connu pour ses vestes en cuir et ses volumes extravagants. Il les exagère au possible et leur donne de l'aisance pour un effet plus moderne. Les années 80, c'est aussi la working girl du film de Mike Nichols et les costumes à la Miami Vice. Tout est dans la ligne d'épaule, le plus large, le mieux. Comme quand Jean-Paul Goude photographie Grace Jones. Chez Alaïa, les femmes s'appropriaient le vestiaire masculin avec force et autorité. En 2021, Donatella Versace s'en inspire pour son défilé printemps-été avec des détails kitsch et des couleurs pétantes qui rappellent le travail de son frère Gianni Versace, créateur star de la décennie 80. Elle lui fait d'ailleurs un clin d'œil en ressortant des archives le motif trésor de la mer imprimé sur des cascades de volants. Une mode théâtrale à laquelle Christopher John Rogers rend également hommage. Tête de file d'une nouvelle garde américaine, il travaille des costumes aux épaules affûtées, use le tissu par dizaines de mètres et remet le glamour sur le devant de la scène. Car les années 80, c'est aussi la série Dynasty et sa star Joan Collins. On retrouve ses drapés et ses manches bouffantes chez Christian Siriano, jeune favori des tapis rouges. Sa mode est maximaliste, haute en couleurs et totalement décomplexée.
Tout comme celle d'Isabelle Marant qui résume à elle seule les années 80, une mode festive et énergique qui ne s'interdit rien. Cet esprit-là est bien vivant et n'est pas prêt de s'éteindre. Bois brûlé, taillé, sculpté, cette matière vivante et intense donne à Jean-Baptiste Boutin mille et une possibilités créatives. C'est le geste. Ce que j'ai découvert en voyage, c'est que les gens, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils apprenaient à le faire et ils le faisaient. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je vais faire pareil. Je vais apprendre à faire quelque chose et puis je vais le faire. Et puis j'ai acheté un tour et je me suis mis à tourner 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 1 an, 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit, ok, je vais pouvoir vendre ce que je fais maintenant. Et puis j'ai commencé à vendre ce que je faisais en tournage et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais bien sculpter aussi mes pièces. Et au fur et à mesure, j'ai de moins en moins tourné et de plus en plus sculpté. C'est après un tour du monde que Jean-Baptiste Boutin quitte la direction artistique pour laisser s'exprimer sa créativité et se consacrer au travail du bois. Authentique et brute, cette matière s'est rapidement imposée à lui. Le bois, c'est un matériau qui rend la façon dont on le traite. Si on le traite bien, il est surprenant, il fait une grosse partie du travail, le bois. Il aiguille beaucoup, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le bois, on ne peut pas le couper dans n'importe quel sens. C'est une matière vraie, elle vit sans nous. J'avais envie de dire, elle ajoute quelque chose à notre création, pour de vrai c'est l'inverse. En fait, on ajoute quelque chose au bois, et puis à deux, en fait, on fait quelque chose. Une matière que l'on dit vivante et qui a ses propres contraintes que Jean-Baptiste a apprivoisées pour en faire une force. Le séchage du bois, qui est un travail long et un peu fastidieux, pour de vrai. Si on veut que les pièces soient stabilisées, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais plus ça va, plus je me détache de ça en me disant qu'il faut accepter une certaine part d'incertitude dans ce travail-là, qui est la façon dont il va se déformer. Donc on ne peut pas complètement maîtriser ça. Pour chaque nouvelle pièce, Jean-Baptiste commence toujours par un temps de réflexion et d'introspection où il griffonne des formes qui respectent le tronc ou le morceau de bois qui fera sa pièce. Alors moi je dessine directement sur du bois, sur ma table, avec mon petit crayon et ma petite gomme, voilà. En prenant mon café ou bien en prenant le soleil à l'extérieur, entouré d'arbres et de verdure. Et puis du chant des oiseaux. C'est une espèce de petite poésie, après qui transparaît peut-être un peu dans les pièces. Ouais. Une fois satisfait de sa forme, l'artiste dégrossit petit à petit son morceau de bois à la tronçonneuse. Puis dans sa cabane au fond du jardin, il s'est aménagé une bulle créatrice où il donne vie à ses idées et ses interrogations. Entouré de ses outils, il façonne une silhouette, un mouvement. Autodidacte, Jean-Baptiste a appris les gestes par lui-même au fil des années et des erreurs. La création, c'est un certain nombre d'échecs, en fait. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup se tromper avant d'arriver à sortir quelque chose. Aujourd'hui, il laisse sereinement ses mains et la matière le guider. Parfois, il maltraite le bois au chalumeau pour lui donner un aspect et une texture différentes. Parfois, il le ponce, mais il laisse toujours la particularité du bois qu'il travaille s'exprimer. Ce qu'il affectionne le plus, les bois moches. Ce qu'on appelle les bois moches, c'est des bois qui ont des défauts. Et les bois qui ont des défauts, ils nous renvoient à notre propre vie. Le trop lisse fait trop plastique. La perfection, dans ce sens-là, elle est froide et inintéressante. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des fissures, d'avoir des nœuds, d'avoir des bois complexes. Et si Jean-Baptiste crée des formes, des histoires ou des silhouettes, le fond est tout aussi important que la forme. Je veux donner du grain à moudre, parce que je pense que c'est un des rôles de l'art, que de poser des questions, et c'est ce que j'essaie de faire avec cette série-là, de poser des questions. Pour chacune des pièces, j'essaie de ne pas apporter de réponse, justement. Que ce soit pour des commandes de particuliers, de galeries, ou comme pour sa dernière collection intitulée Xylosophie, il questionne et donne de la matière à penser à quiconque pose un regard contemplatif sur ses œuvres.
Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.